Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le thème de la stratégie marketing. Je suis Maude Flutaz, je suis conseillère en création et en reprise à la CCI de Haute-Savoie et j'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui aux côtés de ma collègue Béatrice Durieux, qui est conseillère en transformation numérique et qui va vous exposer un petit peu tous les bons canaux à activer pour avoir une stratégie marketing performante. En termes de déroulé, pour ceux qui ont déjà l'habitude de suivre nos webinaires, on vous propose de dérouler l'intégralité de notre diaporama et de nous réserver un temps de questions-réponses plutôt vers la fin. On est donc parti. Voici donc le plan qu'on a choisi de dérouler ce matin. En première partie, on va quand même faire un focus assez long sur tout ce qui est prérequis avant de déterminer les canaux à activer en priorité. Et puis, on verra quel levier choisir et on s'attardera principalement sur les leviers digitaux qui, aujourd'hui, vous en conviendrez, sont relativement incontournables, quelle que soit l'activité de votre future entreprise. Et puis, nous clôturerons sur nos modestes bons conseils. Alors, logiquement, à ce stade de votre projet, vous avez donc dû avancer dans le montage de votre business plan. Vous avez notamment posé votre modèle économique, vous avez réalisé votre étude de marché et vous vous penchez désormais sur les canaux de commercialisation les plus opportuns à utiliser. Alors, quelle que soit la nature et l'envergure de votre projet d'entreprise, il faut avant tout veiller à la cohérence de vos actions, de votre stratégie globale d'entreprise. Vos valeurs, votre vision, vos objectifs doivent être alignés, on va y revenir. Votre modèle économique, il doit exposer clairement votre proposition de valeur, c'est-à-dire votre valeur ajoutée et vos axes de différenciation par rapport à vos concurrents. Et au final, vos choix stratégiques doivent être déclinés dans le quotidien de votre entreprise, de la conception de vos produits ou services jusqu'à la communication, c'est-à-dire vraiment de l'amont à l'aval. Alors justement, en amont de toute action commerciale ou marketing, il faut déjà savoir comment convaincre. Vous savez sûrement que la notion de storytelling, elle est devenue centrale aujourd'hui pour mettre en avant votre, on va dire, votre authenticité et pour emporter l'adhésion de vos prospects. Ce qu'on vous conseille aujourd'hui, c'est de ne plus raconter uniquement ce que vous faites, mais surtout pourquoi vous le faites. La manière la plus classique, la plus courante dont nous pensons, dont nous agissons, dont nous communiquons, en général, elle se fait du quoi vers le pourquoi. C'est-à-dire du particulier, le plus simple à décrire à nos yeux, par exemple la description de vos services, de vos produits, de vos atouts, de vos résultats, vers le plus général, ce qui nous semble le plus abstrait, le pourquoi, ce qui pourtant conditionne nos actions. En revanche, ce qu'on sait, c'est que les organisations les plus innovantes, les plus inspirantes, quelle que soit leur taille et leurs activités, elles font clairement l'inverse. Elles communiquent de l'intérieur du cercle vers l'extérieur, ou plus exactement du pourquoi vers le quoi. Au final, il s'agit plutôt de provoquer une adhésion des personnes à ce que vous et elles croyez, à avoir un engagement face à ce qui vous réunit et vous passionne, et c'est pour nous le principe même d'une stratégie réussie. Alors, ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est M. Simon Sinek qui a résumé tout ça au sein du graphique qu'on vous a mis à l'écran qui s'appelle le Golden Circle. Et du coup, le Golden Circle, vous voyez qu'on vous parle du why, du how et du what. Le why, c'est le pourquoi. C'est le but, la cause, la croyance, c'est la raison vraiment pour laquelle votre entreprise existe. C'est le message le plus important à faire passer, c'est celui qui va inspirer l'autre, qui normalement va le pousser à agir. Et c'est vraiment d'expliquer la raison pour laquelle vous vous levez le matin. En fait, il faut exposer votre vision pour faire appel à la partie émotionnelle du cerveau de votre interlocuteur. Le how, c'est le comment. Comment je procède? Qu'est-ce qui me différencie de mes concurrents? Et seulement à la toute fin, vous expliquez le what, le quoi. Donc là, clairement, c'est vos produits ou vos services, ce que vous vendez, et ça parle à la partie beaucoup plus rationnelle du cerveau. Donc, si ce n'est pas déjà fait, prêtez-vous à cet exercice et essayez de faire rayonner ce cercle dans toutes les strates de votre entreprise. C'est aussi un exercice qui vous aidera à raconter plus facilement votre histoire, pourquoi pas sur votre site internet, et dans l'absolu, qui vous aidera à pitcher votre projet pour convaincre notamment d'éventuels financeurs. Autre prérequis fondamental, c'est de trouver le juste équilibre entre vos objectifs et les aspirations de vos clients. Vraiment, le conseil qu'on va vous donner aujourd'hui et qu'on va vous marteler, c'est de rester toujours focus sur vos clients, leurs besoins à eux, plutôt que vos volontés à vous. Rappelez-vous pour qui vous travaillez, en fait, parce que s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de business.
Donc, le client, il doit rester en permanence votre souci numéro 1. Cela sous-entend que vous avez pris soin de déjà segmenter vos clients cibles, d'étudier et de comprendre comment ils consomment déjà sans vous, et que régulièrement, dans votre organisation, vous pourrez les sonder pour maintenir cette adéquation idéale entre les besoins de vos clients et votre offre produit. Cette même segmentation client, normalement, elle vous aura permis de poser ce qu'on appelle votre proposition de valeur et donc de trouver le positionnement qui va vous permettre de satisfaire les besoins de vos clients tout en vous démarquant de vos concurrents. L'idée, ce n'est pas de faire mieux, c'est de faire différent. Et ça, c'est lié à la notion d'océan bleu, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est assez, on va dire, parlant à l'écran. L'océan bleu, en fait, c'est un marché dans lequel tout est neuf, tout est vierge, alors que dans l'océan rouge, c'est plutôt l'arène. Les marchés sont déjà connus et tout le monde se bat pour survivre. Dans l'océan bleu, vous allez essayer de vous distinguer des concurrents plutôt que de battre vos concurrents. Vous allez essayer de créer un nouveau marché et de répondre à la demande plutôt que de gagner des parts de marché. Vous allez créer de la valeur pour atteindre la rentabilité plutôt que de vous confronter aux autres sur la seule notion, par exemple, de qualité-prix. En fait, dans l'océan bleu, la différenciation, elle est vraiment créatrice de valeur pour tous les acteurs, pour votre entreprise et pour vos clients. Alors que dans l'océan rouge, la différenciation, normalement, elle ne crée pas de valeur puisque le seul but, c'est de faire mieux que les autres et de battre les autres. Donc, ce concept marketing d'océan bleu, il vous pousse, lui encore, à voir les choses avec un angle différent des concurrents. Osez la différence, en fait. Osez vous adresser à des clients différents lors du lancement de votre produit. Tout ça, ça va vous pousser, mais c'est encore des choses qu'on va largement rebalayer avec Béatrice, ça va vraiment vous pousser à être innovant et agile. Et on peut tout à fait, vous le verrez, être innovant dans une activité traditionnelle. C'est simplement qu'on envisage les choses d'une manière différente. Alors, pour trouver votre océan bleu, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quels sont les critères de positionnement de mes concurrents? Donc ça renvoie déjà à votre étude de marché et à l'importance d'avoir mené une étude soignée de la concurrence. Autre question, quels services pourraient être renforcés, diminués, éliminés ou créés? Et tout ça, ça va vous permettre d'ajuster votre stratégie et de cibler vos clients. Alors, on a pris un exemple que vous connaissez tous, l'exemple d'IKEA, qui au départ, pour se différencier, a été pionnier en proposant un concept de design accessible et varié et qui a été également pionnier dans l'agencement, la circulation et l'ergonomie de ses magasins. Vous le savez tous, ils ont créé le self-service en magasin où en fait les clients repèrent les étiquettes des produits dans un showroom et ils vont récupérer leur carton de meubles au hangar. IKEA a donc misé sur des meubles en kit à monter par le client et du coup, ils ont misé sur l'attractivité de ce nouveau concept. Grâce à cette organisation, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est quand même clairement réduire les prix et au départ, ils n'ont pas spécialement inclus de possibilité de livraison, estimant que c'était trop cher et trop lourd. Donc le principe, ça a toujours été que le client se déplace au magasin. Et aujourd'hui, même si la livraison est proposée, c'est clairement pas leur argument premier de vente. Donc cette notion d'océan bleu, vous le voyez, c'est une notion qui est assez accessible, mais qui est hyper intéressante et qui est déclinable à tout type de projet, quelle qu'en soit l'envergure. Donc prenez vraiment le temps d'y réfléchir avant de passer à l'action. Pour évaluer la solidité de votre stratégie, vous pouvez aussi vous poser les questions suivantes. Première question autour de la proposition de valeur. Est-ce que vous offrez vraiment une valeur distincte à une clientèle bien ciblée et à un prix relativement adéquat? Deuxième question, est-ce que les activités qui vous permettent de concrétiser le plus efficacement possible votre proposition de valeur sont différentes de celles qu'exercent vos concurrents? Et est-ce que toutes les briques de votre entreprise sont cohérentes? Troisième question, des compromis différents de ceux de vos concurrents, ça veut dire, savez-vous exactement ce que vous ne voulez pas faire de façon à pouvoir offrir, on va dire, une valeur distinctive de ce que vous avez décidé d'offrir et de la manière la plus efficace possible. Quatrième point, la synergie des différentes activités. J'ai déjà beaucoup parlé de cohérence, mais là encore, je pense que c'est un mot que Béatrice va beaucoup réutiliser dans la deuxième partie de ce webinaire. La cohérence et la synergie, c'est de savoir si vos différentes activités, elles sont vraiment reliées de façon à ce que chacune augmente la valeur des autres.
Par contre, gardez quand même à l'esprit que trop d'action tue l'action. Donc, il ne faut pas non plus forcément vouloir en faire des tonnes, mais simplement le peu que vous faites, est-ce que c'est cohérent et est-ce que ça valorise l'ensemble? Et puis, la continuité et l'agilité, ça peut paraître antinomique, mais l'idée, c'est la cohérence, toujours. Ne pas trop s'éparpiller, tout en pouvant pivoter si nécessaire. Alors, le positionnement, je le sais, hein, il est assez ambigu. On vous dit d'être en veille permanente et en même temps, autant que possible, user du test and learn, mais l'idée, c'est qu'on ne change pas les fondements, mais on s'autorise à pivoter. Donc, est-ce que votre stratégie, elle est suffisamment stable pour permettre à votre entreprise, on va dire, de développer son expertise, tout en favorisant l'adaptation de la chaîne de valeur, des compromis dans les choix des activités et la cohérence de l'ensemble. Ces prérequis étant posés, avant de passer de l'idée à l'action, on s'est dit que pour être plus concrète, on allait utiliser un cas pratique pour s'inspirer en fait des bonnes étapes à suivre et des réflexions à mener. Alors, on a choisi la marque Michel et Augustin, que vous connaissez tous, qui est une marque plutôt à l'image forte, qui a été relativement pionnière dans l'innovation agroalimentaire, alors qu'elle s'était déjà implantée à l'époque sur un marché saturé. Donc, c'est une marque française de produits alimentaires qui a été créée déjà en 2004 par deux amis d'enfance. Au départ, ils étaient totalement inexpérimentés dans le secteur. Ils s'appellent Augustin Paluel-Marmont et Michel de Rovira. Et leur vision, c'est de redonner des couleurs et du peps aux courses alimentaires en concoctant des produits gourmands mais sains et en racontant au quotidien une aventure souriante. Donc la société, elle commercialise, vous le savez, des biscuits sucrés, salés, des desserts, et elle est devenue propriété du groupe Danone depuis 2019. Les objectifs de la marque, ça a été clairement d'innover dans un marché saturé, on l'a dit, de se différencier par le haut et de créer un univers de marque global et atypique. Les clients cibles, 15-45 ans, en milieu urbain, qui sont adeptes des achats plaisir, mais qui ont quand même un niveau d'exigence et des attentes élevées, et qui privilégient avant tout le goût, la qualité, et qui ne sont pas insensibles à tout ce qui peut être packaging attirant et distinctif. Alors, pour illustrer le ton décalé, drôle, accessible, mais toujours qualitatif de la marque, ben, ils ont pris soin de communiquer sur une ambiance, en fait, une ambiance d'entreprise décontractée, et de décliner ce ton dans toutes les strates de l'entreprise. Bien sûr, dans leur identité graphique, et notamment leur logo, hein, avec les deux petits bonhommes, mais aussi dans leur gamme de produits évolutifs en permanence. Ils ont par exemple été une des enseignes pionnières dans le vrac, par exemple. Ils proposent des animations en magasin, ils éditent des livres, et puis ils ont même, on y reviendra, un management qui est assez original et innovant, qui est beaucoup plus basé sur le partage de valeurs et un certain état d'esprit que sur des compétences techniques. Chez Michel et Augustin, l'étude de la concurrence, elle leur a permis de sélectionner soigneusement le créneau sur lequel ils voulaient se positionner par rapport à des gros mastodontes du secteur. Donc, la marque, aujourd'hui, elle justifie clairement un positionnement prix qui est peut-être plus élevé que les concurrents, mais il le justifie par une qualité irréprochable des produits, une transparence totale dans la fabrication et des valeurs fortes. Donc, on y revient, l'étude de la concurrence, c'est vraiment une étape cruciale pour définir votre positionnement et votre valeur ajoutée. Vous voyez que c'est un exercice qui est adapté à tous. Hein. La présentation sous forme de mapping, elle a l'avantage d'être très visuelle. À vous, toutefois, de personnaliser les indicateurs que vous allez sélectionner en abscisse et en ordonnée pour que ce soit effectivement, on va dire, pertinent par rapport à votre activité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout de suite où sont les concurrents, qu'on voit tout de suite où est-ce qu'il y a potentiellement encore de la place à prendre et qu'on peut très facilement justifier en fait son positionnement. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil de mapping. La chaîne de valeur, petit focus important pour vérifier que toutes les activités de votre entreprise, elles sont au service de la même stratégie. Le concept, la chaîne de valeur qui a été créée par Porter, hein, ça c'est écrit à l'écran, c'est en fait un concept qui va vous aider à formuler une stratégie de fonctionnement performante en identifiant d'une part les maillons de cette chaîne, qui bien sûr vont varier selon votre activité. Hein, donc les maillons, c'est les départements clés. Si vous avez une activité de fabrication, ça va être tout ce qui est approvisionnement, production. Et puis, ça peut également concerner la vente, le marketing, la gestion des ressources humaines. Et l'idée, c'est d'analyser où se trouve à chaque étape la valeur pour le client. Et bien sûr, au final, tout doit être cohérent et optimiser la synergie de vos différentes activités, de vos différents maillons.
Exemple pour Michel et Augustin, le premier fondement de la marque, c'est des produits innovants. Donc forcément, il y a un poids de la R&D dans le processus de fabrication de produits qui va être très important. Ils ont beaucoup travaillé sur le packaging pour avoir moins d'emballage, pour proposer des packagings recyclables. Et puis, ils sont toujours en quête de composition et de variété des recettes. La production, elle est 100% externalisée. Donc, là encore, importance de sélectionner drastiquement les sous-traitants. Deuxième fondement de la marque, c'est la proximité client. Donc, ils se sont dit, on va opter pour une commercialisation cross-canal. On va faire des placements en grande distribution. Si ça fonctionne, on va ouvrir des magasins en propre. On va participer à des événements locaux marquants et on va essayer, nous, en parallèle, de créer des communautés de clients qui seront sollicités régulièrement pour nous aider à co-créer des nouvelles recettes, à participer à des animations dans ce qu'ils ont appelé la bananerie. C'est les lieux dédiés aux événements de la marque. Et puis, on va vraiment entretenir cette communauté pour être toujours au plus près des besoins de nos clients et de leur aspiration. Et puis, en termes de management également, je vous disais, c'est un management plutôt décontracté. C'est une entreprise jeune, forte culture d'entreprise. On l'a dit, ils recrutent surtout sur la base de partage de valeurs et d'état d'esprit. Et ils proposent du coup à tous leurs employés de passer le CAP de pâtisserie pour bien comprendre ce dont ils parlent et pour chacun être performant dans leur activité quotidienne. Tout ça, au final, cette chaîne de valeur, c'est dans un objectif de cohérence de l'ensemble pour apporter l'adhésion des clients cibles et optimiser les profits. Il y a eu beaucoup de test and learn chez Michel et Augustin. Ils ont par exemple sur leur site, je crois, un cimetière des recettes. Donc toutes les recettes qui n'ont pas fonctionné, en fait, ils ne les ont pas pour autant mises à la poubelle, ils les gardent et ça peut être le moyen un jour de les ressortir du placard et de les retravailler pour arriver à quelque chose de satisfaisant. En synthèse, vous avez le fameux tableau MOF ou SWOT en anglais. L'idée, c'est que quand vous avez mené toutes ces réflexions sur les prérequis, sur votre stratégie d'entreprise, pensez également toujours à retravailler votre matrice MOF, donc menace, opportunité, force, faiblesse, pour synthétiser on va dire, les opportunités et les menaces de votre marché en externe, et puis les forces et les faiblesses de votre projet en interne. Adapté à Michel et Augustin, opportunité du marché, ils voulaient exporter avec l'étendard français, donc ils misent vraiment sur le Made in France, le côté qualité, sélection rigoureuse des produits. Ils ont proposé des produits innovants, notamment dans la partie biscuits salés et sucrés. Ils ont surfé sur la tendance, toujours d'actualité, à l'alimentation saine et équilibrée. Et ils ont aussi beaucoup misé sur la volonté des consommateurs de vivre des expériences par la consommation. Donc, ils ont vraiment une chaîne de valeur où ils font participer et où ils invitent au maximum leur communauté à prendre part aux réflexions stratégiques de l'entreprise. En termes de menaces extérieures, contexte déjà à l'époque inflationniste et baisse du pouvoir d'achat, c'est d'autant plus le cas aujourd'hui. Une concurrence très forte parce qu'on l'a dit, implantation sur un marché déjà saturé. Forte pression de la part des grandes surfaces, mais qui peuvent potentiellement aussi être des partenaires chez qui faire du placement de produits. Augmentation globale du prix des matières premières et puis imitation par des produits moins chers. Mais là encore, si on voit le verre à moitié plein, on peut justifier le prix d'un produit par une qualité irréprochable. En termes de force en interne, c'est vraiment leur image de marque, image jeune, innovante, une communication totalement adaptée, de proximité, originale, avec le ton décalé qu'on vous a présenté, une vraie culture d'entreprise, singulière, forte, plutôt attrayante, et puis des implantations, on l'a dit, en grande surface, d'abord sélectionnées, là encore, pour leur image de marque, dans une cohérence avec la marque de Michel Augustin. Voilà, ils ne seraient pas forcément allés se faire représenter chez Lidl, mais beaucoup plus chez Monoprix, par exemple. Et puis en termes de faiblesse en interne, ils avaient bien conscience que le critère prix était un critère majeur de sélection pour les consommateurs, mais qui peut se justifier. Faiblesse, ancrage dans l'industrie agroalimentaire qu'on a dit extrêmement concurrentiel. Le management décontracté peut aussi rapidement virer en management envahissant et aliénant, donc il faut aussi savoir, on va dire, garder des limites. Et puis peut-être la faiblesse au départ d'avoir une image centrée sur les deux fondateurs. En termes de storytelling, ils ont beaucoup parlé de leur expérience à eux, de leur surtout inexpérience du domaine de l'agroalimentaire. Et du coup, voilà, avec le temps, il faut que quand même la marque arrive
progressivement à se détacher de ces deux fondateurs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les prérequis. On conclut sur une petite note d'humour. On vous a beaucoup parlé de test and learn, mais cette dernière diapositive, elle a pour vocation à vous décomplexer sur les échecs, les flops qui arrivent même aux meilleurs. Hein. Là, on a pris le cas d'un lancement de ketchup coloré de la marque Heinz. En fait, ça a été un échec total parce qu'ils n'ont pas bien analysé les besoins clients et ils ont surtout confondu les clients qui sont donc les parents, ceux qui vont payer, et les utilisateurs finaux qui sont les enfants. Pour le coup, les enfants, je pense, ont dû plébisciter des ketchup de couleur parce qu'ils trouvent ça très, très rigolo et très voilà, attirant, alors que pour des parents, ça peut vite être synonyme de voilà, colorant, choses pas bonnes, voilà, et du coup desservir complètement le produit. Petite conclusion avant de laisser de la parole à notre expert technique du sujet digital aujourd'hui, c'est plus pour vous rappeler que les facteurs clés de succès d'une bonne stratégie d'entreprise, numéro 1, et ça restera toujours, je pense, le numéro 1, c'est le ciblage et la segmentation de vos clients. Prenez le temps d'étudier vos clients, de les segmenter et de bien comprendre comment ils consomment déjà sans vous et comment vous allez formaliser votre proposition de valeur. À quel besoin va répondre votre produit ou votre service. La définition d'une stratégie solide déclinée de manière cohérente dans toutes les activités de l'entreprise et une stratégie en même temps également agile s'il y a besoin de pivoter. Et puis, troisième conseil, vous créez une vraie image de marque pour valoriser votre savoir-faire. Donc, on en revient au Golden Circle, à l'océan bleu qu'on a vu, et Béatrice va vous également représenter pas mal d'arguments sur comment travailler votre image de marque. Voilà, pour nous, tous ces prérequis sont indispensables à travailler pour décliner ensuite beaucoup plus facilement les bons leviers marketing. Et là, je laisse la parole à Béatrice. Merci beaucoup, Maud. Alors, nous arrivons au cœur du sujet. Donc, comment concevoir sa stratégie marketing et commerciale? La première étape, et pas des moindres, ça va être définir votre image de marque, donc également appelée branding. L'image de marque, elle correspond à la manière dont vos clients et prospects voient votre entreprise, comment ils la perçoivent, bonne, mauvaise impression. Vont-ils s'identifier à la marque? Vont-ils vouloir consommer vos produits? L'image de marque a donc vraiment un impact direct sur les résultats de votre entreprise et également aussi sa capacité à se développer. Alors, comment la concevoir? Quelles sont les différentes étapes? Alors, l'outil de prédilection pour créer une image de marque forte est le prisme de Cap-Ferrer. C'est un modèle développé par Jean-Noël Cap-Ferrer en 92 pour la petite histoire. L'objectif de cette première étape est vraiment de bien connaître sa marque, comment la marque se projette chez le consommateur et comment celui-ci s'identifie à la marque. Ce prisme, en fait, il est comme un miroir à plusieurs facettes, extérieur, intérieur, consommateur, entreprise. Donc, par exemple, si on prend les critères physiques qui se situent plus donc vers l'extérieur, tourné prospect client. Le critère physique, c'est l'élément de reconnaissance visuelle, le packaging, le logo, par exemple aussi la baseline. Le critère relation, c'est la relation des utilisateurs à votre marque. C'est le service client, les événements, le ton utilisé. Par exemple, chez Michel et Augustin, c'est le tutoiement et le ton blagueur qui sont vraiment d'office utilisés. Il y a également aussi le critère reflet perception. Il représente vraiment la cible. Maud vous en a parlé énormément tout à l'heure, c'est la cible que vise votre marque, votre entreprise. L'objectif est vraiment de gagner le cœur de votre audience. Sur le volet intérieur, volet entreprise, on retrouve le critère personnalité. Alors, c'est comment se présente la marque auprès du public. Une marque, par exemple, toujours auprès de Michel Augustin, la marque se veut joviale, décalée. Donc, ça peut être aussi beaucoup plus simple et épuré, par exemple, chez Apple, si on prend le contre-exemple. Également aussi, vous avez le critère culture. Donc, derrière ce critère culture, il s'agit vraiment des valeurs sur lesquelles s'appuie l'établissement. Là, on parle vraiment de plateforme de marque. Par exemple, pour Michel Augustin, c'est l'authenticité, l'originalité, la gourmandise. Le dernier critère, c'est l'image de soi, la mentalisation. C'est vraiment le ressenti du client à l'achat ou lors de l'utilisation du produit et service. Le travail qui va être effectué à travers ce prisme va vraiment faire ressortir 4 piliers essentiels que nous allons voir en détail. Alors, le premier pilier, ça va être la vision. Qu'est-ce qui vous a poussé
à créer votre entreprise? Quelle cause défendez-vous? Qu'est-ce qui vous anime? Chez Michel et Augustin, donc, ce sont deux amis d'enfance qui ont eu l'envie de créer une aventure qui se veut humaine et très, très gourmande. De plus, ils sont très engagés envers la planète et envers les clients. Ils sont d'ailleurs certifiés Bicorp. C'est un label international qui certifie les entreprises les plus engagées dans le monde. Deuxième pilier, les valeurs. Quelles sont les valeurs qui vous sont chères? Maud l'a évoqué tout à l'heure, chez Michel et Augustin, l'ensemble des salariés ont passé leur CAP pâtissier. Ce sont vraiment des passionnés du bon goût. Ils prônent les valeurs humaines, esprit d'équipe, partage et également aussi la bonne humeur. Troisième pilier, le ton. De quelle façon communiquez-vous? Votre ton est-il sérieux, chaleureux, utile, solidaire? Chez Michel Augustin, le tutoiement est de rigueur. Ils utilisent la carte de l'humour à fond, voire parfois un peu trop. Alors, ça a été le cas avec cette campagne de communication où le bon goût, prôné par la marque, s'est transformé en très mauvais goût. Alors, n'allez donc pas trop loin non plus. Gardez la cible client en tête. Et dans le cas présent, certaines femmes qui achètent ce produit ont été heurtées. Dernier pilier, l'identité visuelle. C'est un prérequis lors du lancement d'une marque. L'identité visuelle, c'est votre carte d'identité graphique, logo, couleur, typographie. Elle doit être déclinable et cohérente sur tous vos supports de com, que ce soit le site internet ou les réseaux sociaux ou d'autres supports. Elle vise vraiment à attirer et retenir l'attention du client. C'est vraiment un pilier d'une très bonne stratégie de communication. Donc, prenez le temps de la travailler, mais vraiment avec un grand soin. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un graphiste si besoin. Alors, à ce stade, nous allons aborder un certain nombre de prérequis à travailler, que ce soit l'image de marque, l'identité visuelle, le ton, la proposition de valeur, le ciblage client, la cohérence. Donc, tout ce travail préparatoire qui va être combiné donc aux décisions stratégiques prises par votre société vont vous permettre vraiment de savoir qui vous êtes et surtout ce que vous visez. Alors, comment développer sa marque? Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir vous ouvrir sur l'extérieur pour développer votre marque. Il existe de nombreux canaux de marketing et il va falloir en choisir certains et en tout cas opter pour ceux qui répondent au mieux à vos objectifs afin d'établir vraiment votre plan d'action et surtout un plan d'action qui soit cohérent. Alors, pour développer votre marque, vous pouvez intégrer dans votre stratégie de communication les médias traditionnels, que sont TV, presse, radio. Cependant, ces médias-là, ils nécessitent un certain budget. Donc, en tant que porteur de projet, on a souhaité privilégier la partie digitale. Donc, attention au piège du digital. Non, il ne coûte pas rien et oui, il prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, il faudra veiller à une cohérence entre vos objectifs et vos moyens. Alors justement, quels sont vos objectifs? Est-ce gagner en visibilité? Est-ce démontrer votre savoir-faire, chercher un nouveau client? Ou bien dépasser la concurrence? Ou bien fidéliser vos clients? Donc c'est une étape impérative afin d'éviter de se disperser et surtout gagner en efficience. Alors cette échelle d'engagement que je vous présente, elle va vous permettre vraiment de visualiser les leviers à actionner selon le ou les objectifs définis précédemment. Entre l'étape gagner en visibilité et l'étape dépasser ses concurrents, vous allez monter en intensité dans les moyens à engager. Tout le monde n'a pas besoin de tout et le choix se fera vraiment en fonction de votre budget, de vos compétences techniques, de votre temps et surtout vos objectifs. Nous allons voir quelques exemples de leviers à activer selon l'objectif visé. Alors, si vous souhaitez gagner en visibilité, les réseaux sociaux sont un levier très intéressant. Ils vont vous permettre d'exposer votre marque, de bâtir une relation avec vos clients, également aussi améliorer votre service et augmenter votre présence digitale. Et enfin, bien sûr, booster le trafic. Alors, quelques astuces et bons conseils pour gagner en efficience. Bien choisir le réseau social sur lequel vous allez vous positionner. Et ça sera vraiment le choix se fera en fonction de vos objectifs, bien sûr, et surtout votre cible client. Par exemple, si on prend Facebook, c'est plus des clients donc les 35 ans et plus. Si vous allez sur Instagram, ça va être les 30 ans et moins. Également, définissez bien une ligne et un calendrier éditorial afin de vous structurer et bien sûr avoir un maximum d'impact. Prenez un grand soin
au contenu visuel, que ce soit les images ou les vidéos, et également aussi à la rédaction des posts. Suivez aussi vos statistiques et ne vous lancez surtout pas sur un réseau dont vous ne maîtrisez pas les codes. Là, je pense également à, par exemple, TikTok. Soyez également régulier dans vos publications parce que derrière tout ça, il y a l'algorithme et ça, tout de suite, il peut potentiellement, et il va le faire, il peut vous pénaliser vos posts si vous n'êtes pas régulier. Toujours pour gagner en visibilité, autre levier, la fiche établissement. Donc, ex-Google My Business et maintenant Google Business Profile. Donc, cette fiche est vraiment la porte d'entrée sur les supports digitaux. Alors, elle participe vraiment et activement à l'amélioration de votre référencement local. Elle va vous permettre de générer du trafic. Et par exemple, si votre site manque de référencement naturel, votre fiche établissement va potentiellement pouvoir pallier à ce manque de référencement. Donc, travaillez-la, animez-la. Quelques conseils à retenir. Lors de la création de votre fiche GMB, veillez à remplir tous les champs d'information demandés. C'est vraiment très important. Catégorie, lien site web, etc. Vous risquez en fait d'être bloqué par Google. Ajoutez également les horaires exceptionnels lors des jours fériés, vacances. Ça serait vraiment dommage que le client se déplace alors que vous n'avez pas stipulé que vous étiez fermé. Vous risquez justement d'avoir un mauvais avis sur votre fiche. Donc, veillez vraiment à renseigner les horaires exceptionnels. Prenez soin également aussi de rédiger votre description en intégrant des mots-clés. Vous avez droit à 700 caractères, donc n'hésitez pas. Également, animez votre page, visuel, produit, récolte d'avis. Plus vous allez l'animer, pensez aussi que cette fiche GMB, c'est un produit Google, donc plus vous allez l'animer, mieux ça sera et forcément, plus votre fiche va remonter dans le référencement local. Également aussi, poussez votre actualité via des posts Google. Par exemple, s'il y a un événement sorti d'un produit, n'hésitez pas à utiliser cet outil-là pour mettre en avant cette information. Également aussi avec un lien sur votre site internet, un bouton, en savoir plus ou inscrivez-vous. Ça ramène donc un lien entrant sur votre site, ce qu'on appelle le backlink. Également, mettez en place une stratégie de récolte d'avis. Répondez aux avis, c'est vraiment une priorité. Alors qu'ils soient bons comme mauvais. Alors, bien sûr, je suis d'accord, il est beaucoup plus facile de répondre à un avis qui soit bon que mauvais. Mais alors, quand l'avis est mauvais, prenez du temps, un petit moment de pause. Voilà, posez-vous et répondez calmement. Pensez vraiment à répondre parce que c'est quand même votre marque, c'est vous qui parlez et les commentaires restent. Donc, prenez votre temps. Et donc, toujours avec de la bienveillance. Si vous n'avez pas de point de vente physique, on nous pose souvent la question, est-ce qu'il est utile d'avoir une fiche GMB? Donc oui, il est important d'avoir une fiche GMB. Vous n'allez peut-être pas travailler le référencement local, mais vous allez travailler la preuve sociale. Pour gagner en visibilité, pour développer votre expertise, un des meilleurs outils est le site web. Alors aujourd'hui, plus que jamais, il est vraiment primordial de posséder un site internet. Ça va vous permettre à vos prospects ou vos clients de rentrer en communication avec vous de façon illimitée et ça va aussi vous permettre aussi d'agrandir votre clientèle. C'est un investissement et non une dépense. Alors, quelques conseils avant de se lancer. Réservez votre nom de domaine. Ça doit être le reflet de votre nom de marque. Listez également toutes les fonctionnalités auxquelles vous souhaitez que votre site réponde. Vidéo intégrée, formulaire de contact, etc. Veillez aussi à analyser la concurrence afin de vous inspirer. Également, définissez les grandes thématiques que vous souhaitez aborder. C'est ça qui va vous permettre en fait de travailler votre menu haut et notamment ce qu'on appelle le header. Créez un site simple, intuitif, utile pour vraiment avoir une expérience client réussie. Veillez aussi à un équilibre, à une cohérence entre les visuels inspirants, les titres, les textes et ce qu'on appelle les CTA, les boutons d'action. Votre site ne doit pas être statique. Donc, prévoyez du temps à allouer pour intégrer du nouveau contenu, entre autres. Alors, pour démontrer votre expertise, misez sur le marketing de contenu. Le marketing de contenu rapporte 3 fois plus de leads que le marketing traditionnel et coûte environ 62% moins cher. Alors, quel intérêt de créer du contenu optimisé pour le SEO, ce qu'on appelle le contenu SEO friendly? Ça va vous permettre d'apparaître dans les premiers résultats de recherche Google. Ça va vous permettre également de développer votre visibilité, d'obtenir un trafic qui va être qualifié, en tout cas un trafic de qualité sur votre site.
Ça va vous permettre aussi d'avoir un impact non négligeable sur vos ventes. Et bien sûr, notez bien que améliorer votre référencement naturel, c'est abordable. C'est plus une stratégie qui se situe à moyen et long terme. Quelques astuces pour vous aider dans votre démarche. La priorité, c'est le contenu, c'est le cœur du réacteur. Vous devez répondre aux besoins de vos visiteurs. Quels bénéfices recherchent-ils? Quelles aspirations recherchent-ils? Quels sont leurs potentiels freins? Également aussi, pas d'idée de contenu et écoutez vos clients. C'est vraiment la source. Répondez à leurs questionnements. C'est vraiment une source d'information qui va être vraiment très riche. Et n'hésitez pas à créer des FAQ, ces fameuses foires aux questions. Animez également aussi un blog afin de générer du contenu avec des mots-clés spécifiques. Alors, quand on parle de mots-clés spécifiques, définissez vos champs lexicaux. On dit souvent une thématique, un sujet est égal à un champ sémantique qui va lui être propre. Également aussi, utilisez la barre de recherche Google et regardez les recherches associées. Ça va vous donner des idées. Également aussi, créer du contenu de qualité afin de susciter l'intérêt. Et surtout, là, je vous ai parlé beaucoup de contenu. Oui, le contenu est roi, mais la simplicité doit être vraiment de mise. Alors, pour gagner de nouveaux clients, élargissez votre zone de chalandise grâce aux boutiques en ligne. Boutiques en ligne à la fois sur votre site e-commerce, mais également une boutique également poussée sur vos réseaux sociaux. Votre boutique va vraiment vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires, de faire la promotion de vos offres 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et pourquoi pas proposer des services additionnels. Quelques astuces à retenir avant de vous lancer. Et oui, je vais encore vous reparler des objectifs. Il est impératif de définir vos objectifs. Que souhaitez-vous vendre en ligne? Quelle cible? Sous quel délai? Fixez vraiment des objectifs qui soient concrets et mesurables. On parle souvent des objectifs SMART. Également, listez vos fonctionnalités. Avant d'opter pour la solution technique, listez vos fonctionnalités que vous souhaitez avoir sur votre, par exemple, sur votre shop. Méthode de paiement, quelle langue, cross-selling, également, pourquoi pas une solution d'abandon panier, et classez-les par ordre d'importance, de 1 à 3, de la plus importante à celle optionnelle. C'est ensuite que vous allez choisir la solution e-commerce, donc le CMS le plus adapté. Bien sûr, l'objectif, c'est qu'il réponde au maximum à votre cahier des charges et donc aux priorités numéro 1. Alors attention, il n'existe pas de solution parfaite. Par exemple, Shopify, il est très facile à prendre en main, mais il y a quelques lacunes au niveau SEO qu'on peut lever, mais quand même, il y a aussi des commissions prélevées sur les ventes. WooCommerce, lui, il propose une personnalisation illimitée, mais souvent, il nécessite des développements spécifiques et donc l'intervention d'un webmaster. Pardon, je vais aller un peu vite. Également, donc, une bonne expérience client, elle est primordiale. Pour cela, offrez une navigation qui soit fluide à vos visiteurs. Créez un site intuitif et structuré. Créez des fiches produits incitatives qui rassurent le client. L'objectif, c'est qu'il achète. Et tout cela, bien sûr, en quelques clics seulement. On dit souvent qu'au bout de 3 clics, il faut que l'achat y soit fait. L'internaute aussi a besoin de conseils. Donc, n'hésitez pas à leur offrir différentes possibilités pour vous contacter, formulaires, mails, réseaux sociaux. Proposez également aussi des FAQ, ça va vous permettre d'anticiper les questions clients. Partagez aussi les avis clients et les témoignages récoltés. Et enfin, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, utilisez-les pour vendre. Proposez votre boutique, par exemple, sur Facebook, Insta, Pinterest. Toutes les plateformes proposent cette solution. Elle va vous permettre d'inspirer, de faire la promotion de vos produits avec un lien direct sur votre e-shop. Donc, il n'y a plus de frontières entre les réseaux sociaux et votre site e-commerce. Autre levier pour gagner de nouveaux clients, programmer des campagnes de publicité Facebook Ads. C'est simple, rapide et accessible. Avec 10 ou 15 euros par jour, vous pouvez lancer votre campagne. Elle va vous permettre de toucher une audience plus grande, de promouvoir vos produits et d'augmenter le trafic sur le site web ou e-commerce. Et donc, bien sûr, d'augmenter la conversion. Donc, quelques astuces avant de se lancer. Ciblez votre audience avec soin. Référez-vous à votre profil client idéal et surtout à son parcours d'achat. Définissez un budget global et un plafond journalier pour ne pas l'exploser. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est simple et rapide et accessible, mais attention au budget, vous pouvez facilement faire exploser votre budget.
Choisissez les images et vidéos vraiment les plus attrayantes. L'objectif, c'est susciter l'intérêt. Optez pour le format adéquat. Vous pouvez avoir le choix entre carousel, c'est une série de photos, de visuels. Vous pouvez choisir une vidéo, ou vous pouvez lancer aussi une promotion d'événements. Bref, dans tous les cas, rédigez une annonce qui soit percutante, avec un CTA, le bouton d'action, et également aussi attention aux limites de caractère. Et enfin, à partir du moment où vous avez lancé votre campagne de pub, suivez vos stats et améliorez vos publications au fil de l'eau. Alors, pour travailler votre cible B2B, LinkedIn est le réseau social professionnel par excellence. LinkedIn va vraiment vous permettre de vous positionner en tant qu'expert, de développer votre communauté et prospecter de nouveaux clients ou nouveaux collaborateurs également. Alors, comment animer vos pages? Le contenu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le cœur du réacteur. Donc, postez régulièrement du contenu. Si vous postez 2 fois par semaine, votre profil sera 2 fois plus vu que si vous postez de façon irrégulière. Donc, instaurez donc ce petit rituel. Créez également un effet waouh. Postez des photos, des vidéos, des infographies. Ces 3 médias génèrent beaucoup d'engagement et sont plébiscités par les internautes. Si vous postez des vidéos, pensez à les sous-titrer et faites en sorte qu'elles restent courtes pour être le plus percutant possible, pas plus de 2 minutes. Également, participez à des groupes LinkedIn. Faites connaître votre expertise auprès de groupes en rapport avec votre secteur d'activité. Et enfin, générez de l'engagement. Un post liké et commenté est un post dont la visibilité est décuplée. Donc, faites en sorte que votre publication invite à l'échange et au partage. Alors, acquérir des clients, c'est bien, mais les fidéliser, c'est peut-être encore mieux. Tout à fait. La dernière étape qui est souvent délaissée, la fidélisation. Donc, elle ne coûte pas cher, elle ne prend pas beaucoup de temps et pourtant, on a tendance à la passer à l'as. Donc, elle va vraiment vous permettre d'entretenir un lien privilégié avec vos clients. Les clients, en plus, ces clients qui ont été si durement acquis. Elle va vous permettre également aussi de créer une expérience de qualité avec votre client, d'améliorer pourquoi pas vos produits et vos offres. Et bien sûr, de faire le pont entre l'acquisition et la fidélisation. Et là, je pense notamment au parrainage. Alors, quelques astuces pour travailler cette fidélisation. Ne vous contentez pas de vendre des produits, créez des expériences, dépassez en fait les attentes de vos clients. Remerciez le client, montrez votre gratitude à travers pourquoi pas des récompenses. Écoutez activement aussi vos clients, prenez des notes sur ces problèmes, hiérarchisez-les. Également aussi, demandez-lui son avis. Donc, il y a différents biais, soit des sondages, soit des enquêtes, soit directement à l'oral, pourquoi pas. Créez également aussi des programmes de fidélité ou de parrainage, là, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, pour encourager les achats répétés. On en arrive au terme de notre intervention. Nos beaux conseils pour conclure, vous l'aurez bien compris, la cohérence, c'est peut-être le maître mot de ce webinaire. La cohérence, pour nous, c'est l'amplificateur de la stratégie. Restez cohérent pour être lisible et pour emporter l'adhésion de vos clients. On a souvent coutume de dire que la cohérence rassure alors que la confusion inquiète. Fixez-vous des objectifs atteignables. Béatrice vous l'a dit, des objectifs SMART. Faites preuve de modestie dans votre stratégie marketing. Je pense qu'on a aujourd'hui un public principalement de porteurs de projets et de jeunes entreprises. On sait que vous n'avez pas ni un temps ni un budget illimité. Donc, vraiment step by step. Ne cédez pas aux tendances non plus. Voilà. Il faut vraiment choisir avec soin. En fait. Parce qu'on a qu'on a tendance, en fait, quand il y a une tendance qui sort, là, par exemple, je pense à tout ce qui est podcast, YouTube, on a tendance à vouloir y aller. Et là, il faut faire attention, il faut vraiment revenir aux objectifs. Aux objectifs et aux moyens, la cohérence objectif-moyen, pensez-y. Et puis, structurez toujours vos activités autour de votre business model Canvas. Consacrez du temps et le temps adéquat à vos actions commerciales et marketing. Faites vivre les réseaux sociaux. Béatrice vous l'a dit, c'est un super outil, mais si on ne comprend pas comment ça marche et si on n'est pas régulier dans ses interventions, on ne sera pas mis en valeur. Et puis, analyser les résultats pour vous améliorer. Pareil, mettre en place des actions, c'est super, mais essayez de comprendre et de mesurer ce qui fonctionne peut-être un peu moins bien et concentrez-vous sur l'essentiel. Et ce qui marche, vous regardez, ce qui ne marche pas, c'est enlevé. Et puis, entourez-vous d'experts. Vous ne pouvez pas tout maîtriser dans la création et le développement de l'entreprise. Donc, mobilisez des gens dont c'est le métier. Vous ne pourrez pas tout faire tout de suite au risque de vous noyer. Donc, n'hésitez pas. Et l'un des premiers interlocuteurs, ça peut tout à fait être votre chambre de commerce et d'industrie.
pour vous guider dans un développement efficace et performant. Comme promis, on va clôturer sur vos questions. Alors, on ne pourra peut-être pas toutes les prendre, mais on en a sélectionné peut-être quelques-unes qui nous semblent être les plus représentatives de ce qu'on nous demande souvent sur ce sujet. Je vais prendre la première de Margot qui nous demande si le recours à une agence spécialisée est indispensable et si oui, quel budget prévoir. Béatrice, qu'en penses-tu? Alors, avoir donc recours à une agence, il n'est pas indispensable à 100%. Cependant, ça dépend vraiment des cas. Ça va vraiment dépendre des fonctionnalités que vous allez vouloir avoir sur votre site. Ça va dépendre également aussi de vos compétences techniques, de votre disponibilité et également aussi du budget. Donc, vraiment un point important, c'est ne pensez pas aux solutions techniques avant de bien avoir défini vos fonctionnalités. D'ailleurs, ça va vous servir si vous passez par une agence ou un freelance, c'est ce qu'ils vont vous demander. Également aussi, attention aux solutions qui sont, on va dire, pseudo-gratuites, du tout en un, qui ne sont pas chères. Dans la mesure du possible, rencontrez les freelances et les agences avec lesquelles vous souhaitez travailler, comparer les devis et surtout, c'est une rencontre humaine. Donc, il est vraiment impératif de les rencontrer et d'échanger avec eux pour qu'ils comprennent vraiment votre identité, votre univers. Autre question de Daniel, une présence sur Internet est-elle obligatoire, quelle que soit l'activité? Oui, oui, 100 fois oui. En fait, il y a plus de 60 millions de Français qui consultent 2 heures par jour le site Internet. Il y a également aussi 3 Français sur 4 qui possèdent un smartphone. Donc, oui, là, c'est une évidence pour les entreprises. Il n'est plus du tout envisageable de ne pas être présent, ou en tout cas d'être absent sur le web en 2023. Quelle que soit votre taille, quel que soit votre secteur d'activité, que vous soyez en B2B ou en B2C, toute entreprise doit être sur un site Internet. En tout cas, doit avoir son site Internet pour pouvoir communiquer. Également aussi, pensez que 54% du trafic en ligne est généré par le mobile. Donc, pensez, et en tout cas, tentez de penser votre site, ce qu'on appelle en mobile first. Donc, développez votre site d'abord en version mobile avant de la développer en version desktop, donc pour ordinateur. Voilà, petit aparté par rapport à ça. Tout le monde sur Internet, vous l'aurez compris. On a une question de Gaëlle qui nous a un peu perdu, qui dit « J'ai lancé mon entreprise il y a 4 mois, je n'ai rien fait de tout le travail présenté, pouvez-vous m'aider ?» Évidemment que oui, Gaëlle, c'est même l'objectif premier des chambres de commerce et d'industrie, c'est d'aider les créateurs et les développeurs d'entreprises. Donc, que vous en soyez encore à la phase, on va dire, de réflexion un peu plus stratégique et de montage de votre business plan, il n'y a aucun souci, on a des prestations qui sont adaptées à ça et notamment un accompagnement individuel. Et pour toute la partie plutôt vraiment stratégie marketing et développement digital, Béatrice peut également individuellement vous accompagner dans le cadre d'une prestation qui s'appelle Top Numérique. Donc Gaëlle, priorité c'est d'aller sur notre site internet, de regarder le détail de nos prestations et de ne pas hésiter à décrocher votre téléphone pour nous demander des précisions et voir ce qui est le plus adapté dans votre cas précis. Et puis, je vais prendre une dernière question parce qu'on a quand même pas mal dépassé le temps. On va prendre une question de Claude qui nous dit « Le temps nécessaire aux actions commerciales évoquées semble énorme. En étant seule, je me sens déjà débordée. » Bon, ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent aussi. Également, oui, tout à fait. C'est souvent ce que nous remontent les clients où ils ne savent plus par quel bout le prendre. Et c'est vrai qu'à la base, tout ce qui est l'univers de la communication, du marketing, à la base, c'est pas leur métier en fait. Ils ont un métier et on leur demande de rajouter quand même un boulot quand même assez important. Oui. Voilà. Et donc c'est vrai qu'ils peuvent vite se sentir seuls et débordés. Donc, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Maud, il faut vraiment fonctionner et avancer step by step. Il ne faut vraiment pas se fixer des objectifs inatteignables. Fixez-vous des objectifs que vous allez justement pouvoir atteindre. C'est une première gratification, c'est un premier, on va dire, pas franchi. Et c'est motivant pour la suite. Et surtout, prioriser, je pense. C'est ça, c'est prioriser, c'est revenir à l'équilibre qu'on évoquait tout à l'heure et puis challenger vos priorités parce que dans l'absolu, le temps de communication, il est aussi important que les ventes en elles-mêmes. Donc, il faut que vous ayez une posture quand même agile avec une organisation qui vous laisse le temps de consacrer du temps à ces actions. Ou alors, si vous n'avez pas de temps à y consacrer, vous dire il faut d'une manière ou d'une autre que je débloque un budget alloué à ça et je sous-traite. Mais l'idée, c'est vraiment de vous dire que la partie communication, elle est tout aussi importante que tout le reste en fait. Et que c'est même peut-être même la plus importante puisque c'est elle qui vous permet de faire connaître votre entreprise. Parce que vous pouvez développer un produit qui soit
qui va être vraiment génial. Mais si vous restez dans l'ombre et si vous ne communiquez pas, malheureusement, personne ne pourra en profiter. Essayez vraiment toujours de revenir à votre client, là encore, et de prioriser peut-être les habitudes de vos clients en termes d'information, on va dire. Quels sont les canaux que vos clients utilisent le plus et concentrez-vous peut-être au démarrage là-dessus et essayez de progresser progressivement, en fait. Et puis, analyser chaque action lancée, ça c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel on souhaitait insister aujourd'hui. C'est que si vous exploitez certains canaux, faut suivre leur efficacité et poser des tableaux de bord de suivi réguliers. Mais ça aussi, c'est des choses que vous mettrez en place dans le temps et que vous ne pourrez pas forcément faire tout de suite. Voilà, cette fois, on en a fini. Il nous reste du coup à vous remercier sincèrement de votre participation. On espère que ce webinaire vous aura apporté des solutions pratiques et concrètes pour optimiser le développement de votre entreprise. On reste bien sûr à votre entière disposition à la CCI pour évoquer votre cas particulier. Donc, je vous ai déjà évoqué le site internet. Je vous le remets ici dans le diaporama. N'hésitez pas à aller fouiller pour connaître le détail de nos prestations. Et puis, si le site n'est pas suffisamment explicite pour vous, n'hésitez pas à appeler nos collègues de l'espace entreprise qui sauront extrêmement bien vous renseigner sur tout ce qu'on peut faire pour vous. Il y a également un QR code qui s'affiche à l'écran que vous pouvez potentiellement flasher si vous souhaitez être recontacté par un conseiller CCI et aller un petit peu plus en détail dans l'exploration de vos besoins. Vous avez également les jours et horaires d'ouverture du service entreprise. Et il nous reste du coup à vous remercier sincèrement de votre participation. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite et on reste à votre entière disposition. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye.